Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Enquête et Make-up où je vous raconte des histoires criminelles tout en me maquillant. Alors comme d'habitude, je vous préviens, nous allons aborder des sujets un peu sensibles comme les meurtres et les agressions sexuelles, donc attention. L'histoire d'aujourd'hui commence le 23 janvier 1986 à Strasbourg. Monsieur et Madame Villain, parents de deux enfants de 10 et de 12 ans, se réveillent comme à leur habitude à 7 heures du matin. Sauf qu'ils se rendent compte que la lumière de leur couloir est allumée et que la porte d'entrée de leur appartement est grande ouverte. Leur premier réflexe est évidemment d'aller vérifier que leurs enfants vont bien. Donc ils se précipitent dans les chambres de leur fille et heureusement les trouvent endormis dans leur lit profondément. Ils commencent à inspecter les lieux, se rendent compte que le sac à main de Madame Villain a été complètement retourné et qu'il manquait 200 francs, ce qui correspond à 40 € à peu près. Ils se rendent compte aussi qu'il y a un petit meuble du téléphone qui a été fouillé, le tiroir trôné en plein milieu du salon. Voilà, tout laissait penser qu'il y a eu un cambriolage. Soudain, leur fillette de 10 ans, Marion, hurle. La maman se précipite dans le couloir, la sort dans le salon et là, ils se rendent compte qu'elle a plein de sang entre les cuisses. La petite est en état de choc, elle ne se rappelle pas de grand-chose. Elle se rappelle qu'un homme vêtu de noir s'est penché sur elle et a essayé de l'étrangler. Elle s'est réveillée en plein milieu de la nuit, s'est retrouvée par terre dans le couloir, mais elle pensait qu'elle avait simplement fait un mauvais rêve et elle est retournée se coucher sans rien dire à personne. Évidemment, la police a été appelée immédiatement. Ils ont trouvé sur le cou de Marion 2 sillons rouges de 3 mm de profondeur et de largeur, ce qui laissait penser qu'elle a été étranglée avec une cordelette. Ils ont trouvé dans sa chambre, à côté du lit, un couteau et sa chemise de nuit déchirée. Ils ont également décelé des taches de sang et d'urine sur ses draps. Marion aurait été a priori laissée pour morte, en effet, vu la force de l'étranglement, le fait qu'il y ait eu relâchement de sphincter, donc elle s'est fait pipi dessus, son corps s'est mis probablement en état de mort apparente. Heureusement pour elle, le tueur pensait que Marion était morte et a donc lâché prise. Ils ont également trouvé un bâton taché de sang par terre et ils se rendent compte que la pauvre petite Marion s'est fait violer avec. D'ailleurs, plus tard, elle se fera examiner par une gynéco qui va conclure à une dilatation complète de l'hymen, des blessures sur son sexe et la présence de spermatozoïdes immatures, donc de liquide séminal. Ils n'ont pas pu savoir s'il y a eu pénétration, mais en tout cas, il y a bien eu viol avec donc cette baguette. L'appartement de monsieur et madame Villain était au rez-de-chaussée, donc en fait le coupable a pu rentrer assez facilement. Il a cassé la vitre avec une pierre qu'ils ont retrouvée plus tard dans le salon, puis a pu ouvrir la fenêtre et s'introduire tranquillement. À part ça, ils n'ont rien trouvé d'autre. Pas de traces, pas d'empreintes, pas de fibres, pas de cheveux, vraiment rien du tout. Ils ont essayé d'interroger Marion comme ils ont pu, mais elle était assez traumatisée et puis elle se souvenait pas de grand chose. Elle se souvenait d'une tête avec des cheveux noirs et bouclés. Ils ont réussi à faire un espèce de portrait robot assez approximatif, mais ça n'a pas servi à grand chose. Ils lui ont aussi montré plein de photos de coupables potentiels, mais elle n'a reconnu personne. Les policiers étaient embêtés, ils n'avaient aucune piste, surtout que la famille Villain, c'était une famille normale, intégrée, avec des enfants scolarisés, ils étaient plutôt aisés, donc ils n'avaient a priori aucun ennemi. Le matin même, alors que les policiers sont sur place, Madame Villain va recevoir un appel et à l'autre bout du fil, un homme lui dit « Madame Villain, ta fille va bien ?» On ne peut que penser que l'homme qui les a appelés, c'est le coupable qui appelle Monsieur et Madame Villain pour les narguer. Au cas où, les policiers vont mettre monsieur et madame Villain sur écoute et ils ont bien fait parce que 3 semaines après, l'individu va rappeler et cette fois-ci, c'est monsieur Villain qui décroche. Je vous laisse écouter l'enregistrement. Allô? 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 Est-ce que votre fille va bien, celle que j'ai violée la dernière fois? Comment? Elle va bien, c'est bien remis? Qui est à l'appareil? Bah devinez, c'est moi qui suis passé la dernière fois. Comment vous appelez-vous? Ah, Zoro. Malheureusement, à l'époque, les policiers ne savent pas encore localiser un appel. Par contre, ils ont pu avoir 2 informations très importantes. La première, c'est que l'appel a été émis via un téléphone privé. Parce qu'à l'époque, les téléphones publics, les cabines téléphoniques étaient surveillées, monitorées. Ils ont également pu savoir que l'appel a été émis d'une petite ville au nord de Strasbourg, à 3 km, Shintigheim, je crois. J'espère que j'ai pas trop écorché le nom. En tout cas, dans cette ville, il y a 50 000 habitants, donc bon, c'était pas non plus très précis, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais quand même, les policiers ont fait plusieurs arrestations dans la région. Ils ont demandé au suspect de répéter les mêmes phrases que l'individu quand il a appelé Monsieur Villain.
Et en vain, ils n'ont pas réussi à avoir de match. Malheureusement, du côté de la famille de Marion, ils vivent dans la peur constante. Ils ont tout simplement peur que l'individu revienne et qu'il s'attaque encore à leur fille. D'ailleurs, à partir de ce jour-là, Marion avait une escorte policière, donc des policiers en civil, qui l'amènent à l'école, qui l'accompagnent quand elle rentre chez elle. Elle ne se déplaçait plus sans un sifflet et sans un chien. Enfin bref, les parents ont fait leur maximum pour protéger leur fille. Et la nuit, ils dormaient tous les quatre dans le même lit, donc leurs deux filles dormaient entre eux deux, et Madame Villain ne dormait plus que sur le dos pour avoir ses deux oreilles dégagées et pour pouvoir entendre n'importe quel bruit suspect. Puis, 10 jours après cet appel, Madame Villain a reçu un troisième et dernier appel de l'agresseur de sa fille qui lui dit « Ta fille va mieux, c'est moi qui suis venue la dernière fois, elle est mignonne ta fille. » Et ce fut là le dernier contact que la famille Villain a eu avec cet homme-là. Le 17 mars, soit 3 semaines après, les policiers sont appelés dans un petit appartement du quartier de Strasbourg, la Robezzo, où une lycéenne, Martine Ries, a été retrouvée assassinée. En effet, Martine, une jeune fille de 17 ans, a été retrouvée par sa sœur Patricia, tuée dans sa cuisine, allongée par terre sur le ventre, à moitié nue, avec à proximité de son corps une paire de ciseaux et une touffe de poils pubiens. En fait, Martine et Patricia étaient deux sœurs qui habitaient ensemble. Leurs parents leur avaient justement loué ce petit appartement pour leur éviter de faire des trajets tous les jours parce que Martine était donc au lycée et Patricia était étudiante en fac d'allemand. C'était deux sœurs qui n'avaient pas d'histoire, elles étaient sportives, studieuses, elles ne sortaient pas beaucoup, enfin elles n'avaient aucun ennemi, elles ne fréquentaient pas des environnements un petit peu bizarres qui pourraient expliquer pourquoi l'une d'elles s'est fait assassiner. Patricia raconte alors aux policiers ce qui s'est passé. En fait, elle s'est réveillée brusquement parce qu'elle a senti une présence dans sa chambre. Elle a vu une silhouette noire penchée sur elle qui tout simplement s'est jetée sur elle pour l'étrangler. Elle a réussi à se débattre et surtout à hurler, ce qui a fait peur à son agresseur qui s'est enfui. Elle est allée directement vérifier que sa sœur allait bien et malheureusement, elle l'a retrouvée morte dans la cuisine. Les policiers ont trouvé dans la chambre de Patricia des traces de lutte, beaucoup de désordre, une table de chevet qui a été renversée. Ils ont trouvé également à proximité du lit un couteau et une cordelette. En fait, le tueur avait d'abord assassiné Martine, l'avait mise en scène dans la cuisine, puis après, il allait vers Patricia pour également la tuer, mais cette dernière a eu de la chance. En tout cas, le fait que la victime ait été étranglée, la cordelette, etc., laissait penser que c'était encore une fois Zorro qui avait frappé. La question que se posaient les policiers, c'était comment Zorro est rentré dans l'appartement des filles. Aucune vitre n'était cassée, les fenêtres étaient fermées, enfin tout était intact. Sauf une petite lucarne dans la salle de bain. Patricia a dit aux policiers que cette lucarne s'était cassée il y a déjà presque une semaine et que les filles avaient remarqué qu'un trousseau des clés avait disparu, mais elles pensaient simplement qu'elles l'avaient oublié chez leurs parents. Mais les policiers ont donc conclu que quelques jours auparavant, Zorro a cassé la lucarne, a pu donc pénétrer dans l'appartement, a volé le trousseau de clés et est revenu quelques jours après. Petite précision importante, le médecin légiste a conclu que Martine n'a pas été violée, mais la mise en scène effectuée par le tueur est quand même sexuelle, dans le sens où elle était à moitié nue, donc elle n'avait pas sa culotte, elle n'avait pas son pantalon, et surtout il y avait cette fameuse touffe de poils pubiens à côté d'elle. C'était quand même un acte assez dégradant, assez humiliant. La police scientifique ratisse l'appartement des filles et ne trouve pas grand-chose. Alors déjà à l'époque, il n'y avait pas d'analyse ADN ni quoi que ce soit, donc c'était un petit peu plus compliqué. Mais ils ont quand même trouvé une petite trace sur la coiffeuse dans la chambre de Martine. En fait, c'était une coiffeuse en bois avec une plaque en verre par-dessus. Et sur cette plaque en verre, ils ont trouvé une empreinte palmaire. Ils ont réussi tant bien que mal à relever cette empreinte palmaire, même si sur le moment, ça ne leur a pas servi à grand chose parce que déjà avant, ils n'avaient pas de fichier automatisé avec toutes les empreintes et surtout, ils ne relevaient que les empreintes digitales quand ils arrêtaient quelqu'un. Donc ils ne pouvaient pas trop la comparer à d'autres empreintes palmaires. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déjà comparé l'empreinte palmaire du suspect aux proches des deux filles, donc à leurs camarades de classe, à leur entourage, etc. Ils n'ont pas eu de concordance et ils ont également arrêté des suspects par-ci par-là. À chaque fois qu'ils avaient quelqu'un qui correspondait au profil, ils essayaient de trouver s'il correspondait à cette empreinte palmaire, mais ils n'ont eu aucun succès.
6 mois plus tard, le 14 novembre 1986, à 450 km de l'endroit où habitait Marion, à 2,5 km de là où habitait Martine, la pauvre lycéenne qui s'est fait assassiner, Zorro a remis ça. Marie-Paul, 19 ans, s'est réveillée en pleine nuit parce qu'elle a senti sa tête cogner contre sa table de chevet. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a vu une silhouette noire penchée sur elle, en train d'essayer de l'étrangler avec une cordelette. Elle a réussi à se débattre et à hurler, ce qui lui a sauvé la vie parce que l'agresseur a pris peur et il s'est enfui. Marie-Paul s'est retrouvée avec un nez cassé, avec des ecchymoses au niveau de la mâchoire, au niveau du cou, au niveau du visage. Elle était en état de choc, mais elle réussit à aller voir ses voisins qui ont appelé la police. Elle leur a donc raconté qu'un homme l'a menacée avec un couteau et a essayé de l'étrangler avec une cordelette, ce qui correspond au mode d'emploi de Zorro, qu'on appelle aussi l'étrangleur de Strasbourg ou l'étrangleur de la Robertso. Encore une fois, les policiers n'ont aucune piste. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent les anciennes affaires. En fait, ils se disent qu'un agresseur tueur en série comme ça, il a forcément déjà frappé avant. Donc, ils ressortent toutes les anciennes affaires et essayent de voir s'il n'y a pas des concordances. Et bingo, ils tombent sur une affaire qui date du 6 octobre 1985. Cette nuit-là, Patricia, 25 ans, rentre de Paris chez elle à Strasbourg et elle laisse le balcon ouvert. Il faisait très chaud, donc voilà, elle laisse le balcon ouvert et elle va se coucher à 2 h du matin. Dans la nuit, elle a l'impression qu'elle est en train d'étouffer, elle ouvre les yeux et là, elle voit un homme penché sur elle en train d'essayer de l'étrangler. Elle arrive à se débattre, elle hurle et par chance, l'agresseur a lâché prise et s'est enfui. Les policiers arrivent sur place et ils trouvent dans la chambre de Patricia un couteau, une cordelette et un mégot de cigarette, ce qui les fait directement penser à l'étrangleur de Strasbourg. Cependant, Patricia ne va pas dire aux policiers que cette nuit-là, elle s'est faite violer par son agresseur. En effet, elle a reçu une éducation très stricte, elle devait être irréprochable et elle n'osait pas en parler de peur de faire honte à sa famille. Les policiers, ils ont aucune piste, ils pataugent complètement. Ils essayent des trucs à droite, à gauche, ils rassemblent toutes les victimes et ils leur font écouter les enregistrements. Vous vous rappelez de Monsieur Villain avec l'agresseur de sa fille Marion, mais aucune victime ne reconnaît la voix de son agresseur puisque en fait, il leur a jamais parlé. Après 2 ans sans évolution, le magistrat a pris une décision exceptionnelle qui est celle de diffuser cet enregistrement à la télé et à partir de là, les policiers ont reçu une centaine d'appels à témoins. Mais voilà, ils ont tout vérifié et ils n'ont jamais pu avoir de piste concluante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a plus jamais entendu parler de l'étrangleur de Strasbourg. Les policiers n'ont pas vraiment compris pourquoi est-ce que du jour au lendemain, il a arrêté de commettre ses crimes. Est-ce qu'il a été arrêté pour un autre délit? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a déménagé et a juste continué à tuer et à agresser dans une autre région? Aucune idée. Le 8 août 1989, comme l'enquête n'avançait plus trop, la juge a prononcé un non-lieu pour l'affaire de Patricia. Un non-lieu veut dire que la police est arrivée au bout des investigations. Par contre, si on a un élément nouveau, on peut tout à fait réouvrir l'affaire et reprendre l'enquête. La seule condition, c'est que cet élément nouveau arrive avant le délai de prescription de 10 ans. Et ce délai de prescription commence au moment où le non-lieu a été prononcé. C'est un peu compliqué, mais en gros, pour l'affaire de Patricia par exemple, le non-lieu a été prononcé en 1989, donc on a jusqu'à 1999 pour avoir un élément nouveau. Passé 1999, et ben c'est foutu, il y a prescription. Toujours en 89, la juge a rendu un non-lieu pour l'affaire de Marie-Paul et en 1991, elle a également rendu un non-lieu pour l'affaire de Marion et de Martine. Ces décisions de justice ont été très douloureuses à vivre pour les victimes et leurs familles. En effet, c'est très dur de devoir continuer sa vie en se disant qu'on ne va peut-être jamais attraper le coupable. Les années passent et les policiers continuent à comparer l'empreinte palmaire qu'ils avaient avec tous les suspects qu'ils arrêtent. Il faut savoir que cette affaire leur tient vraiment à cœur, donc ils se transmettent le dossier de génération de policiers en génération de policiers et ils veulent absolument trouver le coupable. À 2 reprises, les policiers ont eu un espoir de faire une avancée dans l'enquête. La première en 1993, lorsqu'un homme, Gilles de Vallière, a été condamné pour le meurtre d'une petite fille qu'il a étranglée avec une cordelette. En plus, sa mère vivait en 1986 à Strasbourg, donc les policiers y croyaient vraiment. Ils ont comparé sa voix avec l'enregistrement qu'ils avaient donc de l'étrangleur de Strasbourg, mais cela ne matchait pas du tout.
Puis en 2009, une femme débarque au commissariat et leur dit qu'elle pense que son ex-mari est l'étrangleur de Strasbourg. Elle dit qu'en effet, lorsque l'enregistrement a été diffusé à la télé, elle avait reconnu sa voix, mais elle n'a rien osé dire. Puis elle a fini par le confronter et il a avoué que c'était bien lui qui avait tué Martine, qui avait agressé Marion, etc. Mais là, encore une fois, c'était une fausse piste. Ils ont comparé son empreinte palmaire, ils ont comparé sa voix et c'était pas lui du tout. Dans les années 2000, il y a eu beaucoup d'avancées technologiques comme l'analyse d'ADN, etc. Mais les preuves n'ont absolument pas été bien conservées pour cette affaire, donc on ne pouvait rien faire. Par contre, les policiers ont mis en place un fichier automatisé des empreintes digitales et en 2005, ils ont commencé à y ajouter les empreintes palmaires. Et en septembre 2012, ils vont enfin mettre l'empreinte palmaire de l'étrangleur de Strasbourg dans le fichier automatisé. Et ils vont avoir 2 résultats. Et parmi ces 2 résultats, il y a un match presque à 100%. Les policiers n'y croient pas. 27 ans après les faits, ils ont enfin une piste. Et cette piste, c'est Nicolas Charbonnier, 50 ans, qui habite à Bordeaux et qui a été fiché quelques mois avant parce qu'il a volé un portefeuille dans une piscine. Les policiers, ils ne se précipitent pas. Ils veulent faire les choses bien. Ils veulent absolument attraper le coupable et pour ça, il faut se préparer. D'abord, ils font des recherches sur ce Nicolas Charbonnier. Comme je vous l'ai dit, c'est un homme de 50 ans, normal, qui fait des petits jobs d'intérim par-ci par-là. Il a été marié pendant 17 ans, puis a divorcé. Il a une petite fille avec son ex-femme. Il ne fréquente pas des milieux un peu bizarres. Enfin, on est à milieu de penser que c'est ce même type qui a commis des crimes atroces 27 ans avant. En 1986, il avait 24 ans et il habitait chez ses parents à Strasbourg, à 400 mètres de Patricia et à peu près à 2 km de Martine et de Marion. Malgré toutes ces concordances, leur dossier reste assez mince. Ils ont peur de ne pas réussir à le condamner pour ça, donc ils décident de travailler encore plus ce dossier pour qu'il soit en béton. Les policiers vont alors passer 4 mois environ à peaufiner leur technique d'interrogatoire. Ils vont faire des espèces de jeux de rôle où ils vont mettre en place des trames de questions selon les réponses que va leur donner Nicolas Charbonnier pour l'amener exactement là où ils veulent, c'est-à-dire les aveux. Et avant d'aller l'arrêter, ils vont mettre toute sa famille sur écoute afin d'avoir le plus d'informations possible. La police judiciaire de Strasbourg va donc aller jusqu'à Bordeaux pour l'arrêter et le mettre en garde à vue. Ils ont donc 48 heures pour le faire parler. Les policiers ne lui donnent absolument pas de détails. Ils lui disent simplement qu'ils ont une trace, quelque chose qui le relie à une scène de crime. Ils ne donnent ni le nom des victimes, ni rien du tout. Ils continuent à l'interroger, à lui poser des questions, notamment sur la période de 86. Charbonnier va commencer par leur dire qu'il s'est engagé dans l'armée à ses 18 ans, qu'il en est sorti en 1985 et qu'il s'est retrouvé chez ses parents sans le sou. Poussé par les policiers, il va leur dire que justement, vu qu'il avait besoin d'argent, pendant cette période-là, il va commettre plusieurs cambriolages. Sauf que Charbonnier va leur dire qu'il avait un complice. Soi-disant, il rencontre un homme qui était en panne un jour sur la route, il l'aide, il tracte sa voiture jusqu'au parking d'une boîte de nuit et se lie d'amitié avec lui. Cet homme-là, qu'il va appeler Monsieur X, va alors l'initier au vol par effraction. Donc il commet des cambriolages, il lui dit qu'il gagne pas mal d'argent comme ça et qu'il peut l'accompagner s'il veut. Et donc il leur dit que ce Monsieur X est devenu son mentor et qu'ils ont commencé à faire des cambriolages ensemble. Et pour pénétrer chez les gens, il cassait en général une vitre avec une pierre et il rentrait par la fenêtre dans des appartements qui étaient au rez-de-chaussée. Et évidemment, c'est comme ça que l'étrangleur de Strasbourg rentrait chez ses victimes. Et du coup, les policiers étaient complètement surexcités, mais ils sont restés calmes et ils ont essayé de ne rien montrer. Et là, ils ont abattu leur carte maîtresse qui est l'empreinte palmaire. Et Charbonnier avait réponse à tout. Il leur a dit que quand il rentrait chez quelqu'un pour commettre un cambriolage, en fait, il volait ce qu'il voulait et puis il sortait en général avant Monsieur X. Donc, il ne savait pas trop ce que Monsieur X faisait derrière. Et surtout, il leur a dit que Monsieur X portait toujours des gants, contrairement à lui. Donc, c'est pour ça qu'ils ont trouvé une empreinte palmaire de Charbonnier et pas de Monsieur X. Bref, Charbonnier a tenu tête aux policiers jusqu'à la fin de la garde à vue. Entre-temps, la presse a eu vent de cette arrestation et ils ont diffusé dans les infos qu'un prénommé Nicolas Charbonnier a été arrêté dans l'affaire de l'étrangleur de Strasbourg et ils ont diffusé l'extrait donc, de l'enregistrement qui a eu lieu entre l'agresseur et Monsieur Villain en 1986.
Et les policiers qui ont mis sur écoute la famille de Nicolas Charbonnier vont se rendre compte que son père, ses frères et sœurs sont en panique totale et s'appellent au téléphone en se disant « Oh là là, punaise, t'as entendu ça, c'est la voix de Nicolas, on le reconnaît à 100%. » Du coup, pas besoin d'expertise, la famille de Charbonnier est formelle, c'est bien lui, Zorro, l'étrangleur de Strasbourg. Et ce qu'a fait le magistrat, c'est de faire écouter à Charbonnier l'enregistrement de sa famille, donc qui se parlait entre eux en se disant « Oh là là, Zorro, c'est bien Nicolas », et ça a suffi pour le faire craquer. Et il avoue d'avoir agressé Marie-Paul, Marion qui avait 10 ans à l'époque, et d'avoir tué Martine. Malheureusement, les délais de prescription sont alors bien dépassés, mais dans l'affaire de Marion, qui était mineure à l'époque des faits et qui a subi une agression sexuelle, la prescription passe de 10 à 20 ans. En effet, c'était une nouvelle loi qui datait de 2004 qui disait que sur les mineurs, lorsqu'il y a un viol, la prescription passe alors de 10 à 20 ans. Et sur le meurtre de Martine, les avocats ont essayé de faire un petit tour de passe-passe. En fait, ils ont jugé que le fait d'avoir coupé ses poils pubiens était un acte de torture et de barbarie. Et sur une affaire de meurtre, quand il y a un acte de torture et de barbarie, la prescription passe aussi de 10 à 20 ans. Mais sur cette affaire, il faut que les avocats, pendant le procès, du coup, puissent convaincre les juges que c'était bien un acte de barbarie et de torture. En tout cas, pendant le procès, on est face à un homme assez normal, loin du prédateur qu'on attendait. En tout cas, il a eu une enfance normale. Il est issu d'une famille catholique pratiquante nombreuse. Il a 8 ou 9 frères et sœurs. Son père, c'était un haut gradé dans l'armée. Il était brillant. Et justement, en s'engageant dans l'armée, il voulait un petit peu suivre la carrière de son père, sauf qu'il manquait de dynamisme et en fait, c'était un cancre. D'ailleurs, à la fin de son service, sur son petit bulletin, il y avait écrit « recrue médiocre à ne pas rengager ». Il retourne alors chez lui, chez ses parents, il vient de subir un échec cuisant, de perdre un espèce de statut social et donc il commence à boire et à fréquenter des milieux un peu coup-ci coup-ça. Bref, on n'a pas su comprendre pourquoi un homme normal a commis de tels délits. Lui a dit qu'il a pété un câble, que c'était juste des cambriolages qui ont mal tourné, donc qu'il n'avait pas prémédité de violer, de tuer, etc. Mais les psychiatres, et pour eux, il est de mauvaise foi parce qu'il dit souvent « je me rappelle pas, j'ai oublié, j'ai une espèce d'amnésie, ça m'a tellement traumatisé ». Mais pour les psychiatres, c'est pas vrai, c'est juste une manipulation. C'est même peut-être un psychopathe qui sait très très bien ce qu'il est en train de faire. Et puis, pourquoi d'un coup il a arrêté de commettre des crimes, on ne sait pas. C'était quand même un serial agresseur-tueur, donc pourquoi d'un coup il est passé de prédateur à un papa modèle qui s'est marié, donc qui était un très bon mari selon son ex-femme, un très bon papa. Il a pris un congé parental pour s'occuper de sa fille pendant 3 ans. Enfin, il n'avait rien à se reprocher. Ils ont fait une reconstitution notamment de l'agression sur la petite Marion, qui était là d'ailleurs et qui avait presque 40 ans. Mais voilà, encore une fois, il disait souvent « j'ai oublié ». Il n'arrivait pas à expliquer les actes sexuels qu'il a commis sur elle. En fait, il voulait absolument pas qu'on le voie comme un prédateur sexuel. Mais encore une fois, pour les psychiatres, c'était juste une manipulation. Par contre, à aucun moment, il ne va reconnaître l'agression sur Patricia, même s'il a reconnu toutes les autres affaires, même celles où il n'y avait aucun élément qui le liait à ces crimes-là. Et son avocat va le croire en disant que pourquoi est-ce qu'il reconnaîtrait toutes les affaires sauf celle-là. Et puis surtout, à l'époque, Patricia avait dit que son agresseur était petit, alors que Nicolas Charbonnier est plutôt grand. Et elle va dire qu'elle sentait l'odeur de la cigarette. Ils vont même trouver un mégot. Et à cette époque-là, Nicolas Charbonnier ne fumait pas. Mais il faut noter que la victime reste persuadée que son agresseur, c'est bien Nicolas Charbonnier, et c'était très douloureux pour elle qu'il ne le reconnaisse pas. En tout cas, pendant le procès, son ex-femme et sa famille vont complètement le soutenir en disant que oui, c'est vrai qu'il y a 27 ans, il a commis des crimes atroces, mais que maintenant, c'est devenu une personne intègre. Avant de passer à l'issue du procès, je vous avais parlé tout à l'heure du délai de prescription qui pourrait passer de 10 à 20 ans pour le meurtre de Martine si les juges estiment que le fait de lui avoir coupé les poils pubiens était un acte de torture et de barbarie. Et en fait, Charbonnier leur a dit que quand il l'a fait, elle était encore vivante. Donc les juges ont dit que c'était un acte dégradant, humiliant, qu'ils ont qualifié d'acte de torture et de barbarie, et donc la prescription est passée de 10 à 20 ans. Il faut préciser que l'avocat de Charbonnier n'était pas du tout d'accord avec cette décision parce que pour lui, un acte de torture et de barbarie engendre beaucoup de violence et de douleur, ce qui n'était pas le cas
dans cette situation, même si c'était en vrai un acte très humiliant et très dégradant pour la victime. Et enfin, le 23 mars 2017, Nicolas Charbonnier écope de la réclusion criminelle à perpétuité. Les victimes et leurs familles ont enfin pu respirer. Leur agresseur, leur tueur est derrière les barreaux. Et ce dernier n'a pas souhaité faire appel pour ne pas leur imposer un autre procès. Franchement, c'est un amour ce mec, c'est un ange. Trop, trop, trop sympa. Mon histoire s'achève ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines. Et en attendant, je vous fais des bisous.